Anis, élève en première année de profession immobilière à l'ESPA Business School. Donc aujourd'hui, nous allons faire un podcast avec Monsieur Thibaut, investisseur immobilier. Donc comme vous pouvez le voir, là, on a deux livres qui lui appartiennent. Bye Bye Patron, qui parle de l'investissement immobilier et de l'investissement personnel, bien sûr, aussi. Donc voilà. Donc Thibaut, je te laisse te présenter. Super, donc moi je m'appelle Thibaut, sur les réseaux je m'appelle Bye Bye Patron, donc j'ai un podcast depuis plus de 3 ans, j'ai plus de quasiment 200 épisodes et dedans on parle le plus souvent c'est d'investissement immobilier et ça a changé la vie de beaucoup de gens, beaucoup de personnes ont pu soit avoir des revenus complémentaires grâce à ça, soit quitter un emploi qu'ils appréciaient peu ou avoir de se lancer dans des nouvelles activités, quitter éventuellement un emploi pour se lancer dans d'autres activités liées à l'immobilier. Voilà, puis je suis moi-même du coup investisseur immobilier et je suis arrivé légèrement en retard parce que j'étais dans des apparts à moi et après je vais signer un bail juste après. Pas de souci. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, Thibaut, si on est là, c'est parce que moi, en tant qu'élève, j'avais beaucoup de questions sur le développement et l'investissement dans l'immobilier, au sein même de l'immobilier du coup. Donc j'ai quelques fiches avec quelques questions. Donc moi, je voulais commencer déjà par une question très pertinente, c'est est-ce que l'investissement immobilier est accessible pour tout le monde? Alors l'investissement immobilier, bon, tout le monde a un toit par définition, c'est un des besoins primaires des personnes. Le point principal qui facilite énormément les choses, c'est d'avoir des revenus stables. Donc donc toi, tu es encore étudiant, il y a des personnes qui peuvent… alors c'est un peu une sorte de hack, c'est un peu un truc que certains ont fait avec plus ou moins de succès. C'est un peu risqué, mais il y en a qui investissent déjà avec les prêts étudiants. Ils s'en servent pour investir. Mais après, une fois que alors c'est sûr quand on a 19 ans, toi tu as 19 ans je crois, quand on a 19 ans ça nous paraît loin, mais déjà une fois qu'on a fini ses études, très vite on trouve un emploi. Et si on est en CDI ou même qu'on enchaîne des missions d'intérim dans des secteurs, il y a des secteurs où en fait l'intérim c'est la norme, par exemple sur les chantiers navals ou des choses comme ça. Tant que tu as des revenus stables, en fait on fait de l'investissement immobilier pour une seule raison, c'est pour lever de la dette auprès de la banque. Sinon il y a mieux à faire de son argent, mais en fait ce qui est magique avec l'investissement immobilier, c'est que c'est pas avec ton argent que tu investis. Et épargner de l'argent, ça prend énormément de temps. Et donc, c'est beaucoup plus simple d'avoir d'abord l'argent de la banque, de le faire travailler en louant, par exemple, ou en habitant. Ça te fait aussi une économie. Et donc, c'est ça, la base, c'est avoir des revenus stables et avoir un peu pas énormément, mais un peu d'épargne parce que les immeubles, c'est pas vivant, mais il se passe des choses. Il peut y avoir des fuites, il peut y avoir des cafards. Ça, c'est un gros problème de punaises de lit. Et donc, il faut avoir un peu, on peut même emprunter toute la somme, ça c'est assez courant, ou en tout cas une très très grosse partie, mais il faut toujours avoir un petit peu d'argent de côté pour faire face aux aléas. Et plus le projet immobilier est gros, plus il faut d'argent de côté pour se couvrir. Et sans indiscrétion, il faudrait combien, enfin toi personnellement, tu as commencé avec combien comme apport personnel? Je dirais qu'il faut entre 5 et 10 000 euros de côté pour commencer sereinement. Donc ça, c'est l'avantage quand on a par exemple 19 ans, on peut habiter chez ses parents et épargner pas mal d'argent. Mine de rien, on peut arriver assez vite. Ce qu'il faut, c'est vrai qu'au début, il faut essayer c'est pas évident que ton train de vie n'augmente pas trop vite. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup aidé, c'est que quand j'étais étudiant, comme beaucoup d'étudiants, j'avais très peu d'argent. Enfin, je faisais juste face à mes dépenses. Et donc après, quand j'ai commencé à travailler, je gagnais déjà mieux ma vie. Mais j'ai gardé pendant assez longtemps le niveau de vie que j'avais en tant qu'étudiant. Donc quand on partait en vacances, on partait en voiture. En Espagne, on louait un truc pas trop cher. On prenait pas, voilà, on n'a pas tout de suite dépensé. Je pense que c'est le gros point pour les gens qui ont… C'est sûr qu'il y a une sorte de frustration quand on est étudiant parce qu'on n'a pas les moyens de faire ce qu'on veut. Ce qu'il faut, c'est pas tout de suite se créer une sorte de prison en achetant trop d'objets dès qu'on peut. Et surtout à crédit, il faut pas acheter des voitures, tout ce qui perd de la valeur en fait, des télés, des téléphones, tout ça. Il faut essayer de garder tout ce que tu peux pour emprunter pour de l'immobilier. Tout est flux en fait, il faut que tes dépenses, surtout au début, elles soient les plus basses possibles pour que ensuite tu puisses lever le plus de dettes possible. C'est vraiment ça. D'accord, ok.
Non, mais c'est intéressant. Ouais. C'est accessible en fait finalement sur 5-10 Bah, 000 c'est euros. accessible. Si on peut être chez papa et maman comme tu l'as dit. Voilà. Après, il y a aussi ce qu'on appelle la love money. C'est parfois tes parents, c'est pas tout le monde, ça dépend, mais il y a des parents qui ont 5-10 000 euros. Quand tu as 50 ans, si tu as mis 50 euros de côté tous les mois, ils peuvent te les prêter, tu peux leur rendre. Tu peux aussi, il y a beaucoup de jeunes qui achètent avec leurs parents. Tout simplement, ils font soit une société, ou soit ils achètent, tu peux très bien acheter même sans société à deux. Et en général, quand on est jeune, on a plus de temps et d'énergie. Et quand on est plus vieux, on a plus d'argent. Donc c'est souvent ça le deal. C'est les parents, admettons, ils vont amener peut-être cet apport initial. Et toi, tu t'occupes de tout. En fait, c'est ça, en gros. Et voilà. C'est c'est ça. Et c'est un beau projet avec ses parents, parce que plus on vieillit, moins on voit ses parents. Globalement, c'est ça, parce que surtout si on n'habite plus dans la même ville et tout. Et voilà, et du coup, ça fait repasser du temps avec ses parents dans un nouveau projet, dans un projet d'adulte à adulte. Donc, il y a beaucoup surtout pour les femmes qui font ça, souvent leur père les aide et ça fait une relation. Voilà, ça crée un lien qui est fort en fait, c'est ça. Les pères, souvent, au bout d'un moment, ils approchent de l'âge de la retraite où ils ont un peu plus de temps. Ou alors ils font ça les week-ends, ils savent faire. Et puis, du coup, ça fait une autre relation que celle de parents-enfants qu'on a pu connaître. Ça faut associer en fait finalement. Voilà. C'est ça, ouais. Ok. Et toi, ça fait combien de temps que tu es dans l'immobilier? Ça fait le premier appartement que j'ai acheté, c'était en 2012, donc j'avais 25 ans. Okay. Voilà, et donc là, ça fait 12 ans. Et ça fait surtout 6 ans que j'ai acheté pas mal d'appartements, plusieurs par an. Là, je suis en train d'en acheter 3 en même temps, par exemple. Donc en fait, une fois que ça marche. Ouais, voilà, c'est un peu comme le sport et tout. C'est le début qui est difficile. Et après, une fois que tu es lancé, que tu as les automatismes, tu sais ce qui fonctionne pas, tu as tout le temps envie d'en prendre plus, quoi. C'est juste, voilà. Après, c'est la banque. Les banques, elles te prêtent pas de l'argent à l'infini. Donc, c'est ça, toujours un peu le frein. Il faut un apport aussi pour les crédits à la banque, du coup. Aussi. Voilà, les apports, ouais, mais alors ça dépend. Quand tu es jeune, tu peux presque tout emprunter. Donc, en gros, il y a des frais de notaire. Donc, on appelle ça frais de notaire, mais c'est beaucoup de taxes. C'est à peu près entre 7 et 10% du prix du bien que tu achètes. Moins c'est cher, plus c'est un gros pourcentage, mais on peut dire 10% pour faire à la louche. Donc, si tu achètes un bien on va faire 100 000 pour que ce soit plus simple, 100 000, en gros, il y a 10 000 euros de frais de notaire. Et donc, ces 10 000 euros, souvent, les banques demandent à ce qu'on les apporte, mais au début, surtout pour les premiers, tu peux aussi te les faire financer. Ok. Donc tout dépend de la situation. Voilà, plus t'es jeune, moins tu as d'emprunts, plus c'est facile d'emprunter beaucoup. Okay. Parce que la banque, elle va voir que tu n'es pas endetté. Et donc, c'est plutôt contrairement à ce qu'on pourrait penser, plutôt quand tu penses que tu es plus avancé, quelqu'un qui ne serait pas investisseur, il se dirait, lui, il est avancé, c'est plus simple pour lui. En fait, c'est beaucoup plus simple d'acheter les 2-3 premiers appartements que le 10e, par exemple. Ok, ouais. Ok, ça marche. Et toi, l'immobilier, c'était quelque chose qui te plaisait de base déjà, ou c'est vraiment pour l'aspect financier que c'est l'immobilier qui t'a attiré, sans indiscrétion? Ouais, non, c'est une bonne question. En fait, au début, moi, j'habitais dans une ville où l'immobilier il augmentait très vite. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté, parce qu'en fait, je voyais que je pouvais acheter à cet instant. Tu venais d'où Moi, je viens de Mulhouse, mais après, j'ai déménagé à l'étranger. Et du coup, les biens, ils augmentaient très vite. Donc, j'ai vu, aujourd'hui, je peux encore acheter. Mais ça se trouve, dans 2 ans, si l'immobilier continue à augmenter super vite, je pourrais pas, ou pas la même chose. Et puis, ça sert à rien d'attendre. C'est ça, parfois, les personnes, elles vont attendre de mettre de l'argent de côté. Mais en fait, si ton bien, il vaut de plus en plus, en fait, au final, on court toujours après. Ouais, tu cours toujours après. Donc, c'est ça. Et donc, d'abord, j'ai acheté ça. Et après, en fait, j'ai trouvé que ça faisait en plus de mon emploi. Parce que moi, je suis investisseur, c'est pas mon emploi principal, hein, c'est une activité sur le côté qui prend quand même du temps. Mais en plus de mon emploi, après, ça m'a fait, c'était plutôt comme on appelle ça un side business, en fait, créer une nouvelle activité. Et après, moi, là, on est à Mulhouse, du coup, j'ai des biens ici. J'aime bien voir la ville, la découvrir sous différents aspects, différents étages et tout. Donc moi, j'ai toujours bien aimé ça. Il y a des choses, en fait, il y a plusieurs sortes d'immobilier. Enfin, tu as trouvé les biens. Moi, ce que je préfère, c'est visiter, trouver les biens. Après, il y a les travaux. Ça, je les fais pas du tout. Moi, j'ai quelqu'un qui les fait pour moi parce que c'est trop long, ça prend trop de temps. Moi, j'habite pas ici.
Et après, il y a mettre en location, exploiter les biens et tout ça. Donc, il y a différentes phases. C'est rare que tout le monde aime tout, en fait. Donc, et moi, je déconseille de faire les travaux. Souvent, les jeunes, t'as pas d'argent, donc tu te dis, je vais le faire, je vais économiser, mais en fait, tu vas perdre beaucoup de temps. Et en fait, en immobilier, chaque jour qui passe, c'est de l'argent que tu perds, en fait, si c'est pas loué. Le temps et de l'argent, du coup, dans l'immobilier. Et toi, du coup, vu que tu es en profession immobilière, moi j'ai fait ça parce que depuis le lycée, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, l'immobilier. Donc investir dans la pierre plus concrètement. Et du coup, j'ai commencé seulement cette année parce que j'arrivais pas du tout à trouver un accès à ce chemin-là. On m'a toujours un peu fermé les portes. Mais finalement, par moi-même, j'y ai cru et je suis allé jusqu'au bout des choses. Donc j'ai commencé le BTS ici et ça m'a vraiment plu. C'est vraiment quelque chose que je veux faire. Et puis à côté, moi, je me suis quand même je me suis quand même informé, j'ai quand même pris des renseignements, je me suis cultivé, si je puis dire, dans le domaine de l'immobilier. Et c'est quelque chose qui me plaît, j'aime le travail qui est dynamique, attractif, j'aime l'argent, si je puis dire aussi. On a besoin, de toute façon, pour vivre, il en faut pour vivre. Et moi j'aime vraiment ce travail parce que c'est quelque chose d'attractif et puis ce que tu fais, ça m'inspire, si je peux me permettre, parce que c'est ce que j'aimerais faire moi aussi, avoir une dizaine d'appartements que je pourrais mettre en gestion et pourquoi aussi faire de la transaction sur tout ce qui est maison, des bâtiments ou même construire si c'est possible et faire louer directement. C'est quelque chose qui m'intéresse et qui intéresse beaucoup de jeunes de ma génération. Bien sûr, parce qu'on le voit bien en fait. Pour nous, c'est hyper dur. Déjà, moi, on a plus de 15 ans d'écart, mais déjà pour moi, c'est beaucoup plus dur que pour ceux qui ont 60 ans. Ils ont acheté les maisons, alors ils disent les taux d'intérêt étaient élevés. Mais ils ont payé que dalle pour les maisons. Maintenant, c'est vrai que en fait, tout le monde est obligé de s'y intéresser parce que c'est un énorme poids dans le budget de tout le monde. Mais en même temps, c'est là où il y a de l'argent du coup, parce que si tu arrives à prendre ta part dessus. Pour y vivre aussi. Parce qu'on habite aussi dans. Il faut bien habiter quelque part. Ça, c'est par définition. C'est pour ça que ce marché, il est bien, parce qu'il y aura toujours quelque chose au fond. C'est ça. Mais en parlant de marché, j'avais une question parce que vu que toi tu es dans l'immobilier depuis 2012, c'est ça? Donc la crise de 2008, ça t'a pas concerné? Non. L'immobilier, mais celle du confinement, ça t'a touché d'une manière ou d'une autre Le confinement, moi j'avais des locations courte durée, donc sur Airbnb Booking. Donc là, c'était fermé, on avait rien. Après, sinon, j'ai pas eu trop de problèmes. Ce qu'on a eu le problème d'après, c'est que beaucoup de gens ont commencé à s'intéresser à l'immobilier. Ils ont vu, ils ont eu du temps et en fait, les prix ont énormément augmenté entre 2020 et 2022. Ça a été vraiment un peu la bulle. Quand on allait visiter, il y avait 10 acheteurs par bien. Alors que là, au moment où on enregistre, on est à l'automne 2024. Et là, il n'y a plus personne. Parce que les taux ont, du coup, suite à l'inflation, les taux ont augmenté. Et donc là, en fait, pour moi, aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant qu'il y a 2 ans, même si les taux sont plus hauts. Donc, tu rembourses plus pour la même somme empruntée. Avant, en fait, en gros, quand tu empruntais 100 000 euros sur 20 ans, tu remboursais 500 euros par mois. Maintenant, tu rembourses à peu près 600. Sauf que un bien que tu avais payé peut-être 100 000, que tu aurais payé 100 000 il y a 2 ans, tu vas peut-être l'acheter 75 ou 80 000 aujourd'hui. Parce que du coup, vu qu'il y a beaucoup moins de monde, tu payes moins cher. Donc en fait, tu empruntes moins d'argent et si les taux ils rebaissent, en tout cas là on a déjà eu 2 baisses là. On sait pas, personne sait, faut pas croire les gens qui disent personne sait, mais si ça rebaisse, les prix vont réaugmenter et du coup là tu pourras soit revendre plus cher ou soit toi tu pourras renégocier ton emprunt pour avoir un taux. Donc ça c'est la France, il y a plein de défauts sur la France. Bon, moi j'habite à l'étranger, du coup je vois bien mais c'est le meilleur système bancaire quasiment du monde parce qu'on peut quasiment tout emprunter. Il y a plein de pays où on peut pas emprunter. Il y a plein de pays où il faut beaucoup plus d'apports. Et du coup, et on peut, il y a aussi quand les taux ils baissent, on peut renégocier, ce qui est pas possible dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays, si tu empruntes à 4% pour 20 ans, c'est comme ça. Et si tu veux casser ton emprunt, tu payes des grosses pénalités de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc la France, ça vraiment, d'un point de vue investisseur, moi j'ai sur mon podcast, j'ai eu des gens d'Argentine, de Dubaï, en Asie, en Europe de l'Est et tout. Il n'y a aucun système bancaire qui est selon moi meilleur que la France si t'as pas d'argent. Si t'as de l'argent, c'est différent, mais si t'as pas d'argent comme la plupart d'entre nous au départ, pas du tout, en fait. en fait parce que
avec, même si on te parle de 5-10 000 euros, avec 10 000 euros, tu peux acheter 100 000 euros. Et tu peux pas faire ça dans quasiment aucun pays du monde. Plus tu as les taux qui sont fixes, parce que dans beaucoup de pays, les taux ils sont pas fixes. Donc ça veut dire que si les taux ils augmentent, toi tu rembourses plus et tu n'as pas du tout la maîtrise dessus. Et ça peut te mettre. La crise de 2008, c'est ce qui est arrivé. En fait, c'est ça, les taux ils étaient variables, les taux ils ont augmenté, et puis les gens ils ont pu rembourser. Donc voilà. Il y a des risques que cela ça se repasse dans les années à venir Que les taux ils montent? Ouais. On sait pas vraiment. Ouais, les taux, en fait, on ne sait pas. En gros, ce qu'il y a, c'est que plus il y a de l'inflation, plus on monte les taux pour faire baisser l'inflation. Mais après, il faut dire que c'est un peu de la magie noire. Enfin, les gens, ils ne maîtrisent pas. Enfin, voilà, parce que même l'État, on ne sait pas du tout s'il est vraiment compétent là-dessus. Là, on a eu la guerre. C'est la guerre qui a fait monter les prix. L'État, il ne peut rien faire à ça. En gros, si le gaz, il augmente, ce n'est pas l'État français. C'est le flux du monde, quoi, en fait, qui joue sur le marché. Mais c'est pour ça. Mais l'avantage, c'est que si tu achètes aujourd'hui à un taux qui est défini en France, si les taux ils remontent, toi, ton taux, il ne va pas bouger. Mais s'il baisse, eh ben, toi, tu vas en profiter. Okay. C'est comme si tu pouvais acheter je sais pas, une voiture et demain, si son prix public il baisse, toi, on te donne de l'argent et s'il monte, eh ben, en fait, tu n'as rien à payer de plus. Donc, c'est vraiment super intéressant. Ok. Ça marche. Et je voulais revenir sur les appartements, du coup. Comme ça, là, approximativement, tu saurais combien tu as d'appartements en France? Ouais, j'en ai 15. 15, ok. Et là, je suis en train d'en acheter 3. C'est bien. Ouais. C'est grave. Ça, je le dis pas souvent, attention, ça c'est… c'est confidentiel. Ouais. Et tu les fais tous en location, c'est ça? Ouais, ils sont tous loués. En fait, si tu veux, j'en ai déjà revendu et tout, mais c'est vraiment des marchés qui sont différents en fait. Par exemple, si tu veux acheter pour revendre, tu vas essayer de mettre des travaux un peu plus qualitatifs, faire une sorte d'effet coup de cœur. Tu peux aussi acheter des biens qui sont plus chers. En fait, les biens plus sont chers, moins ils sont rentables. Globalement, par exemple, une maison, tu vas la payer peut-être 4 fois plus cher qu'un appartement, mais tu pourras la louer que 2 fois plus cher. Donc en fait, c'est moins rentable. Par contre, si tu la revends, là, tu peux gagner beaucoup plus d'argent que… Donc en fait, c'est vraiment des stratégies qui sont différentes et qu'il faut penser dès le départ. Soit tu t'achètes pour louer, tu gardes un peu parce que tu as ces frais de notaire de quasiment 10%. Ça met, mine de rien, ça met du temps à ce que ton loyer il rembourse juste cette partie. Ça met bien 2 ans, on va dire. Donc, soit tu achètes un truc, tu refais tout bien, tu fais le coup de cœur, tu revends directement. Et après, tu as aussi, ça s'appelle un métier, le marchand de biens, où là, il y a beaucoup de responsabilités. Donc, il faut faire très attention à ça. Tu peux le faire 1 ou 2 fois, ou alors sur ton habitation. Mais si tu achètes pour revendre, c'est beaucoup d'autres obligations. Ou soit tu achètes des biens pour les louer. Et là, globalement, il faut acheter les biens les moins chers quasiment. C'est comme ça que tu arrives à avoir de la rentabilité. Après, bien sûr, il ne faut pas acheter dans un quartier qui est mal famé. En fait, ça, c'est vraiment le gros problème parce que là, tu peux avoir… Ça va faire repousser les clients. Voilà, tu vas avoir du mal à trouver des locataires. Ils vont se faire embêter par les voisins. Il va y avoir du bruit. Peut-être qu'il y a des gens qui vont… ça va être le bordel, quoi. Faut tout prendre en compte, en fait, tout ce qui est la zone géographique. La plus grosse erreur que tu puisses faire, c'est acheter dans un mauvais quartier. Ouais. Ça, c'est… Et toi, ça t'est déjà arrivé en 15 ans? Ouais, ça m'est arrivé. J'avais un appartement, c'était juste en face d'une gare, donc je pensais que c'était bien. Et en fait, j'ai eu ma locataire, c'était un de mes premiers appartements. Ma locataire, elle m'a pas payé. Donc maintenant, en France, tu peux être assuré contre ça. Donc c'est vraiment plus un risque, en fait. En France, il y a des risques qu'on maîtrise pas. Typiquement tout ce qui est des fuites, des choses comme ça. On peut avoir des voisins qui… Moi j'ai un appartement, il y a un voisin, il est schizophrène, voilà, bon, on choisit pas et parfois il vient toquer chez ma locataire. Ça lui fait un peu peur. Ça, t'as pas la maîtrise, hein. Clairement, tu peux rien. Je crois qu'il y a 1% des gens qui sont schizophrènes. Donc si tu as 15 apparts, forcément tu vas avoir un voisin qui l'est. Mais le risque d'impayé, il est quasiment réglé maintenant en France parce que soit tu as une garantie de l'État qui est gratuite, soit tu peux souscrire à des garanties. Alors, faut pas prendre n'importe qui, mais ton locataire, il va être validé par une assurance et ça va te payer. Moi, j'ai une locataire qui… Après, plus tu as d'appartements, plus tu as de problèmes, entre guillemets, mais qui m'a pas payé pendant 2 ans. Mais en fait, je suis payé tous les mois par l'assurance. Donc, elle m'appelle jamais, vous en doutez, tu t'en doutes, parce que, voilà. Donc, ça, c'est pas un problème. Et par contre, du coup, j'avais un appartement, j'avais pas d'assurance, ça n'existait pas à l'époque et tout, près d'une gare. Et là, j'ai eu
Ouais, j'ai eu des drogués, des marginaux, des trucs comme ça. Une fois, il y en a qui avaient cassé les boîtes aux lettres pour mettre... c'était comme un sas. Et pour se chauffer, ils avaient brûlé le courrier. Enfin, ils avaient cassé la boîte aux lettres, pris le courrier, mis le feu. Et donc, la police, elle est venue réveiller ma locataire. Après, du coup, celui-là, je l'ai revendu. Parce que c'est vrai que moi, quand tu essaies d'en avoir beaucoup, tu veux vraiment être tranquille, quoi. Et souvent, ça, tu veux pas. Et mine de rien, je l'ai revendu. J'ai gagné beaucoup d'argent en le revendant. Donc, je m'en suis Comme sorti, quoi, ouais. faut baisser les bras. Voilà, c'est ça. C'est ça. Faut essayer de pas se tromper sur le premier, c'est ça. Si t'as... Mais après, au final, ça a l'air d'être des gros montants. Par exemple, si on parle surtout quand on a 19 ans, je sais pas, même de 50 000 euros, ça paraît beaucoup. Mais en fait, ton risque, ça va jamais valoir 0. Donc, ton risque, il est peut-être de 10 000 euros. Ok, c'est beaucoup, mais c'est pas tout le montant. Et après, tu peux, au pire, tu continues de le louer, et puis ça, tu rentres de l'argent, et puis après, tu reviens. C'est ça. Et toi, si tu devais acheter quelque chose, t'achèterais quoi? Un petit truc, un gros truc? Ben moi, vu que je vais encore chez papa et maman, Ouais. comme on avait dit au début, ben moi j'achèterais un appartement que j'aimerais bien faire louer en Airbnb pour faire de l'argent à la journée. Du coup, moi je ferais sur une journée. Parce qu'en ce moment, ce qui se fait beaucoup, c'est les love rooms. Ouais. Si t'en as entendu parler ou si toi Ouais, tu le j'ai eu fais, un je sais invité pas. sur le podcast. Il fait 7 000 euros par mois avec une love room. C'est énorme parce que les nuits elles sont presque à 100 euros quasiment. Ouais, il y en a C'est- même à 300, Ouais, 300, c'est- 400. bah, après tout dépend, voilà ce À qu'il y a quel point ils sont dans le amoureux. matériel, c'est ça. aussi. Et ouais, ben moi j'aimerais bien faire ça pour Ouais. commencer justement pour me faire de l'argent Ouais. entre guillemets facilement, on va dire, Ouais. pour être rentable sur une semaine, 2 semaines, Ouais. pour rentabiliser mon prêt du coup. Et ouais, petit à petit monter en aiguille, tout en travaillant à côté pour avoir un apport personnel. Ça, t'as pas le choix en fait. Au début, Il faut se sacrifier de toute façon pour où t'en es, je pense, réussir où t'en es. Mm. Et ouais, moi, personnellement, c'est ce que moi j'aimerais faire et c'est ce que c'est ce que la plupart des jeunes aimeraient faire. Donc ouais, pourquoi pas du Airbnb et après ouais, faire de la location sur quelques mois, sur 2 années, 1 année. c'est ça, au début, quand tu as peu d'argent, il faut faire ce qui est le plus rentable. Donc souvent, c'est la location courte durée. Moi, j'ai un appartement, pour vous dire, peut-être ça parlera du coup aux jeunes. Je l'ai acheté 23 000 euros. 23 000 euros. Ah, ouais. Et j'ai mis... D'abord, je l'avais loué, je le louais... donc, je rembourse 86 euros par mois. J'ai un emprunt sur 25 ans. Au début, je le louais 330 euros. Et après, le locataire, bon, j'ai aussi un peu des histoires. On a refait l'appartement, c'est un petit appartement pour 8 000 euros, on va dire. On va dire en tout, il m'a coûté 35 000 euros. Et en Airbnb, il me fait 1 000 euros par mois de revenus, à peu près 11 000 euros par an. Donc, ça fait presque un SMIC quoi, pour un investissement. Sur 3 ans, il a remboursé le crédit en fait. Donc, voilà. Après, par contre, c'est pas simple à trouver. Il faut beaucoup visiter, beaucoup chercher. Mais après, c'est... Le bouche à oreille, les Ouais, contacts. c'est son métier. Enfin, c'est comme ça qu'on trouve. C'est comme tout dans la vie. Hein. Voilà, il faut y passer un peu de temps. Ok. Et toi, tu t'aides un peu des agences immobilières, tout ça aussi ou Ouais, c'est- très souvent, j'achète avec des agences parce qu'en fait, les particuliers, ils vendent trop cher. En fait, ils surestiment. Si tu regardes les émissions, la maison à vendre et tout ça, tu vois tout de suite les gens, ils surestiment trop leurs biens. J'ai déjà acheté à des privés, mais en fait, il faut vraiment beaucoup négocier parce que juste pour arriver au prix que tu voudrais, en fait, les agents immobiliers, la plupart des gens, ils pensent que leur métier, c'est de vendre des appartements, mais c'est plutôt d'en trouver à vendre et après de définir un prix qui aille un vrai prix de marché. tout un en fait, organisme pas un en prix- fait, ouais, voilà, d'être c'est agent ça. immobilier. Ouais. Donc franchement pour l'achat, je recommande quand même de passer par des agents. Au moins c'est quand même... toi en tant qu'acheteur, tu vas pas payer plus cher, même s'il y a des frais d'agence. En tant qu'acheteur, tu vas pas payer plus cher, tu vas même souvent payer moins cher que si tu achetais à un particulier. Parce que lui, il va surestimer... je sais pas, même sur le Bon Coin, il y a plein d'autres trucs, des vélos quoi, qui sont trop chers. Des gens, ils ont du mal à... Et après, c'est plus simple aussi pour négocier parce qu'il n'y a pas d'affect en fait. Toi, tu fais ton offre à l'agent, et l'agent, il le fait au vendeur. Donc, c'est plus simple en fait qu'il y ait une tierce partie ouais, ça facilite en fait les discussions. Et t'as une équipe avec toi quand même pour t'aider à gérer les appartements? Du coup, j'ai un gestionnaire locatif pour les biens en longue durée. Il y en a que je gère moi-même, mais assez peu. Des concierges Airbnb.
Donc eux, ils font toute la gestion du Airbnb. Moi, je m'occupe de rien. Sauf parfois s'il y a de la casse ou quoi. Après, j'ai une notaire, un banquier, enfin plusieurs banquiers, mais surtout un banquier, un expert comptable, un artisan qui me fait la plupart de mes travaux. J'étais avec lui ce matin, par exemple. Donc voilà. Ouais, ça fait quand même une petite équipe. Et mine de rien, ça fait travailler les gens, hein, parce que c'est ça. En France, il y a beaucoup de. Par exemple, on dit ouais, le Airbnb, c'est une mauvaise presse et tout. En fait, ça fait travailler au moins une personne pour le ménage. Moi, j'ai les concierges. T'achètes beaucoup plus des meubles et tout. Enfin voilà, c'est vraiment une vraie activité. Hein. Donc voilà. Et ça te coûte cher toute cette équipe, tout ça, enfin sur Ouais, une année? Ouais, je sais pas. En gros je sais pas, mais des dizaines de milliers d'euros, c'est sûr quoi, mis tout bout à bout. Mais après, sinon t'as pas. Déjà, enfin t'as le notaire, le banquier. Donc c'est assez simple. Hein, les gestionnaires locatifs, ils prennent à peu près 7%, c'est à peu près ça des loyers. Les concierges, ils prennent environ 20% parce que c'est plus de travail, les concierges Airbnb, 20% hors ménage. Après, le banquier, voilà, c'est le banquier, il te prend des frais bancaires de temps en temps. Le notaire, ça dépend si tu achètes ou pas. L'artisan, il fait les travaux, donc il bosse pas gratuitement. Et puis, ouais, voilà, après, c'est le process, c'est comme ça. C'est sûr que dans l'immobilier, il y a beaucoup d'argent. Et après, il faut en garder. Parce qu'en fait, la plupart des gens, ils ont un salaire et puis ils gardent tout, en fait. Ils ont ils ont leurs dépenses de la vie courante, mais ils dépensent pas d'argent pour en gagner. Alors que dans l'immobilier, et surtout, généralement, tu l'avances au départ. Et donc après, il faut le récupérer. Mais moi, de toute façon, faut rembourser la somme qu'on a pris, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et tu comptes quand même encore racheter encore plusieurs appartements sur les années? Ouais, là, j'en achète 3. Ouais, c'est déjà bien. Je pense jusqu'à 20, ça irait. Après, ça commence vraiment à faire beaucoup. C'est beaucoup de travail aussi. Ouais, parce que en fait, c'est pas linéaire le travail. C'est que tu vas avoir parfois, pendant 3 semaines, tu n'entends pas parler. Et après, là, aujourd'hui, je vais passer dans quasiment 5 de mes appartements. Bon, après, c'est parce que je suis là. Donc, c'est comme une sorte d'accordéon, en fait. Parfois, t'as rien et parfois, t'as. Mais bon, après, on n'a rien sans rien dans la vie, c'est comme ça. Exactement, hein, on travaille, il faut. Et toi, tu voudrais faire des travaux si t'achetais, comment tu ferais? Tu connais des gens déjà ou Moi, j'ai un peu de chance. Je veux dire ça parce que j'ai une famille qui est assez connue à Belfort dans l'immobilier. Ok. Je ne veux pas dire le nom parce que par confidentialité, mais ouais, j'ai une famille qui est dans l'immobilier. Ok. Donc elle rachète des appartements à bas prix Ok. et elle les rénove Ok. pour leur donner de la valeur et elle les fait louer ou elle les revend. Ok. Donc moi, j'ai quand même déjà échangé avec eux, tout ça, et j'ai beaucoup C'est de qui, des projets oncles pour et l'avenir. tantes ou des choses C'est ça, comme c'est mes oncles, mes tatas, ouais. C'est le mari de ma tante. Ok. Donc lui, il est dans l'immobilier, il a aussi 2 restaurants sur Belfort. Il a un bon statut social dans Belfort. Ok. Et lui, il a des relations avec le maire directement, donc il peut avoir quelques avances sur les appartements qui vont être à vendre, ou si la mairie met des appartements aux enchères. Parce que je voulais te parler aussi des enchères aussi, parce que c'est des bonnes affaires, et les appartements aux enchères, qui sont remis aux enchères. Et du coup, moi j'ai échangé avec lui et il pourra m'aider aussi dans mes projets pour m'aider à me développer. Je pense que c'est ça, ce qu'il faut, c'est en parler à beaucoup de monde au début. Alors peut-être pas. Alors si tu peux parler à des gens qui l'ont déjà fait, ça c'est important. Mais après, tu peux parler un peu à tout le monde et tout le monde a toujours, vu que c'est quelque chose qui touche, l'immobilier ça touche tout le monde, vu que tu dois bien habiter quelque part. Donc tu as toujours quelqu'un qui va connaître un carreleur, un banquier, un truc. Et donc faut vraiment en parler à pas mal de monde. Et si tu as de la famille, c'est encore mieux pour ça. Après, les enchères, c'est compliqué. Hein, on dit qu'il y a 3 tiers, 1 tiers de bonnes affaires, 1 tiers t'achètes le prix du marché et 1 tiers tu surpayes parce que t'es dans la. Il y a des phases, ça dépend des villes. C'est vrai qu'à Belfort ça fonctionne pas comme en Alsace parce que nous on a une législation spéciale. Donc ouais. Moi j'en ai jamais fait. Si j'étais déjà d'ailleurs à une. Voilà, après c'est un truc faut quand même déjà pour se lancer c'est un peu risqué je dirais. Faut connaître le marché d'abord. Souvent, en plus, tu dois avancer pas mal d'argent. Tu dois faire un chèque, je crois que c'est de l'ordre de 10% de la mise à prix qui est encaissée, qu'après on te rend si tu n'achètes pas. Mais ça met un peu du temps. Donc, si tu veux participer à 5 enchères dans le mois, tu peux avoir à sortir, je sais pas, 50 000 euros. Donc, c'est assez. Mais je connais des gens j'en ai une sur le podcast qui fait des ventes aux enchères et qui a gagné beaucoup d'argent comme ça. Mais après, ça, c'est vraiment une activité.
Tu peux pas le faire à côté de ton métier. Souvent, l'enchère, ça va être le mardi à 10h. Enfin, c'est ça. Et puis parfois, tu y vas, tu es tout seul. Parfois, il y a 40 personnes. Et donc, Soit on a le coup de bol, soit on l'a pas en fait. mais en fait, plus tu fais, mais c'est comme tout dans la vie. Plus tu fais, plus tu as de chances On que. minimise les chances d'avoir le. Voilà. C'est ça, ouais. C'est Ok, comme ok. au mini-golf. Plus tu tires près du trou, plus tu as de chances qu'elle Exactement, rentre ouais. un jour, quoi. Non, c'est ça, ouais, c'est de la détermination qui Ouais. fait surtout dans l'immobilier. C'est ça, je pense que c'est un point qui est important, c'est que c'est vraiment des grosses sommes. Et donc, parfois, tu vois, les gens, ils vont changer de. Je sais pas, ils vont passer moins de temps sur un appartement à plusieurs dizaines de milliers d'euros que s'ils doivent changer de téléphone, aller voir les tests, des vidéos YouTube, ou s'ils veulent partir en vacances, ils vont aller sur les blogs de voyage et tout. Et après, ils disent « Ah, ça, t'en penses quoi ?» Ben, je dis « Mais t'as été voir au moins ?» Tu vois, ils n'ont pas encore été voir et tout. Donc, c'est… Moi, je dis toujours, pour acheter un appartement, je regarde à peu près 200-300 annonces. J'en appelle environ 40. Je fais à peu près 10-15 visites. Et après, à la fin, j'en achète un. C'est à peu près ça le ratio que… Après, je peux le faire en une semaine, ça. Donc, ça va quand même vite, mais parfois, des gens, ils m'envoient juste une annonce. T'en penses quoi? Bah, moi, j'en regarde 100 dans la journée. Tant que t'as pas été, tu peux pas savoir, quoi. Donc, c'est… Et du coup, toi, tu serais agent immobilier, là, dans le cadre du… Après ma formation, ouais, c'est ça. Dans la formation que je suis, c'est vraiment pour être agent immobilier ou pour être même syndic aussi. Ok. Donc, ouais, ça m'apprend à gérer, à faire de la gestion locative, de la transaction, tout ça, avec mon alternance à côté aussi. Et moi, ouais, j'aimerais bien être agent immobilier pour vraiment apprendre le cœur du métier. Donc, vraiment apprendre les techniques, comment bien vendre un appartement, tout ça, vraiment m'immiscer vraiment dans le sujet. Et ensuite, ouais, pourquoi pas être à mon compte, c'est ce que j'aimerais vraiment, avoir ma liberté financière. Et moi, comme je l'ai déjà dit au début du podcast, ça fait depuis 1 an que je m'entraîne, que je regarde des vidéos à comment faire de l'argent, avoir la liberté financière, tout ça. Mais voilà, on n'est pas à l'abri de beaucoup d'arnaques sur les réseaux. Ah, bien sûr. Surtout le trading, hein, ça faut pas en faire. Hein. Je fais partie des gens qui se sont fait avoir par le trading. Voilà. Ça, c'est un peu le mal de… Nous, on n'avait pas ça quand j'avais 19 ans. Il y avait d'autres arnaques, mais celle-là, elle n'existait pas. Bah, ça, il faut pas. Ça, c'est du gros, c'est vendre du rêve en fait pour moi. Et l'immobilier, moi, ce que j'aime bien, c'est la pierre, c'est du concret, c'est quelque chose qu'on voit, c'est physique en fait. Et je compare un peu ça à l'or, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on vend, qui a de la valeur, qui prend de la valeur, qui peut en perdre aussi. Et Sauf que l'or, on va jamais te payer pour la détenir, tu vois. Alors que l'immobilier, c'est ça, tu touches un loyer, c'est ça la grosse différence. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je fais ça. Et aussi, comme je te l'ai déjà dit, j'ai des projets aussi. Et j'aimerais bien mélanger, pourquoi pas, l'immobilier et l'argent en ligne. Ah, c'est un bon… À Dubaï, ils le font déjà. Et moi, j'aimerais bien parce qu'il y a vraiment des bons coups à faire. En fait, je me suis beaucoup renseigné sur ce sujet-là. Okay. Et je sais que ça peut être très rentable. Mais comme ne pas être rentable du tout, en fait. Et l'argent en ligne, ce serait quoi comme argent en ligne? C'est tout ce qui est autour de la crypto-monnaie. Okay. Donc le Bitcoin, l'Ethereum, tout ça. Et moi, ça m'intéresse du coup, comme je fais que de regarder des vidéos sur ça en fait. Et moi, j'aimerais bien faire ça, ce serait un de mes projets. Je me laisse quand même le temps, sur 10 ans, 15 ans, c'est du gros quand même. Et ouais, moi, j'aimerais faire ça. Et je pense pas être le seul qui veut faire ça, mélanger les deux. Après, ce qu'il y a, c'est que l'immobilier, tout le monde gagne de l'argent avec. C'est ça qui… Enfin, tout le monde, non, mais tu peux me connaître. Voilà, maintenant on se connaît et moi je gagne de l'argent avec l'immobilier. Si tu veux, je peux te montrer mes loyers qui rentrent et tout. Après, c'est toujours ça, les gens qui… Même moi, je vends des formations sur l'immobilier. Mais c'est parce que d'abord, je suis investisseur et après, en fait, c'est sûr que tout ce qui est vente de formation, ça rapporte… c'est de l'argent aussi. Hein. Ça rapporte de l'argent parce que surtout, des vidéos et tout, en fait, tu as 0 coût. Alors que dans l'immobilier, tu as les taxes foncières, tu as l'emprunt et tout. Et donc, c'est un business avec beaucoup de marge. Après, il faut vraiment se demander toujours les gens à quel point ils sont légitimes au départ. Qu'est-ce qu'ils avaient avant de vendre les formations? Et c'est toujours ça un peu. Est-ce que si tu regardes les plus gros youtubeurs, moi je connais quelques-uns des plus gros youtubeurs immobiliers, ils ont gagné de l'argent avec YouTube et avec les formations et pas avec l'immobilier. En fait, au début, ils avaient quelques centaines de milliers d'euros de… Donc c'est toujours, je pense, dans tous les trucs, tous les points de ta vie, ou même si on te propose des investissements, faut toujours demander aux gens leurs vrais résultats, quoi, et des preuves de pas la… Qu'ils ont l'expérience qui vont avec la théorie en fait. Qu'est-ce que tu as fait et combien tu as acheté, combien tu as vendu, montre-moi ton portefeuille sur plusieurs mois, plusieurs années, si c'est pour la crypto-monnaie et pour les actions, tout ça.
Et pour l'immobilier, c'est pareil. Et pas juste avoir le... Après, c'est le monde qui est comme ça. Hein. C'est pas parce que tu as une belle voiture, ça se trouve, tu as juste un... C'est ça, c'est un leasing. Voilà, c'est un leasing ou ça peut être que tu peux avoir des autres revenus. Donc, c'est ça, c'est toujours ça qui est... Mais c'est bien de se former tôt. Et mine de rien, après, quand on a 19 ans, on s'en rend pas compte, mais on emprunte sur 20 ans, ça paraît super long. Mais en fait, déjà, il faut se dire qu'au bout de 5 ans ou 10 ans, tu as déjà remboursé une bonne partie. Donc, tu peux le récupérer. Et après, mine de rien, bah... Il y a un jour où tu as, comme moi, 37 ans et en fait, si tu achètes à 20 ans, bah, ton bien, il est quasiment payé. Et c'est là où tu as vraiment l'argent qui... Bah, parce que tu rembourses plus rien. Et donc ça, c'est très intéressant. Ou alors, en général, on fait rouler les biens. Au bout de 7-10 ans, on les revend pour acheter d'autres choses. Il y a plusieurs stratégies. Mais c'est vrai que plus tu investis tôt, surtout moi, le monde que je connais bien, c'est les actions et l'immobilier. Bah plus en fait à 35 ans, 40 ans, rentable plus tôt aussi. Voilà, ça c'est énorme ce que tu peux avoir. Donc vraiment investissez tôt quand vous avez la. Après c'est pas évident hein, quand on est jeune, on a d'autres priorités parfois, mais le plus tôt possible. Le plus tôt possible, ça vous en remercierez plus tard. Et faites du sport aussi pour être en forme. Ouais. Et je voulais te demander, si c'est pas indiscret, Ouais. c'est un sujet je pense qui va intéresser un peu tout le monde ici. C'est combien te rapportent tous tes appartements en chiffre d'affaires et en bénéfices sur une année? Enfin, je calcule sur une année, approximativement. Bah, les appartements, ils me rapportent, on va dire, donc j'en ai une quinzaine. Ils rapportent entre 500 et 1000 euros par mois. Donc ça fait quoi? Ça fait, on va dire 10 000 euros de loyer par mois, donc 120 000 par an. Et voilà. Après, donc il y a deux choses. Il y a ce qui est perdu entre guillemets dans les dépenses, donc ça va être les taxes foncières, quand tu as du Airbnb, tout ce qui est l'électricité, tout ça. Donc ça va représenter peut-être un tiers des dépenses, les intérêts d'emprunt. Et après, tu as ce que tu rembourses. En fait, sur les 120 000, moi, il m'en reste très peu à la fin de l'année, si tu veux. Mais il y a peut-être 70 000 qui est du remboursement, en fait. Et donc, c'est cet argent qui est intéressant. Chaque année, en fait, ça fait presque 5 000 euros par mois que j'épargne, entre guillemets. Alors, c'est pas de l'argent dont je profite aujourd'hui, mais déjà, après, j'ai d'autres activités pour vivre. Mais le jour où tu le revends, c'est là où tu encaisses vraiment beaucoup d'argent. Donc, voilà, il faut faire la distinction entre qu'est-ce que tu sors et que tu ne reverras plus jamais. Donc, taxes foncières, si tu as du Airbnb, la location de la box, le Netflix, l'électricité, tout ça. Et après, ce que tu rembourses, c'est là vraiment le gros point, quoi. Voilà. Vu que tu as acheté c'est que des appartements achetés, il n'y en a aucun qui est loué. De la sous-location, tu parles? Ouais. Non, ça je fais pas de sous-location. J'ai des locataires qui en font, mais ouais, moi j'en fais pas. Okay. Et t'es en copropriété t'es beaucoup en copropriété? Ouais, moi j'ai que des appartements. Alors c'est une stratégie que presque personne fait. Moi, ça m'arrange bien parce que j'habite pas ici, donc il y a beaucoup de gens qui achètent des immeubles entiers. Ça dépend des régions. Dans notre région, souvent les immeubles ils coûtent plus cher que les appartements. Enfin, un immeuble de 4 appartements va coûter plus cher que 4 appartements achetés individuellement. Il n'y a pas de remise de gros. En fait, il y a des régions en France où c'est le cas. Ici, c'est pas trop le cas. Il y a plein de raisons pour lesquelles. Après, quand tu as un immeuble, donc ce qui est bien, c'est que tu vas une fois chez le notaire, tu visites une fois. Si tu fais des travaux, tu peux les faire tous en même temps. Donc ça a quand même des gros avantages, surtout si tu fais de la location courte durée. Il y a beaucoup de copropriétés qui aiment pas ça. Donc quand c'est ton propre immeuble, ça c'est vraiment bien. Après, c'est plus de responsabilité parce que tu es responsable entre guillemets de tout. Donc s'il y a un problème, il faut que tu t'y rendes, il faut que tu les règles vite. Enfin, c'est tout bête, s'il n'y a rien qui manque, je sais pas si l'ampoule dans le couloir elle a claqué, c'est un truc tout bête. Mais si tu habites à 300 km, bon, tu peux envoyer quelqu'un et tout, mais sinon le syndic il le ferait. Ou si tu as un problème, en général on n'a pas d'ascenseur dans ces petites copros. Beaucoup de gens, quasiment tout le monde que je connais, les gros investisseurs, ils ont des immeubles entiers. Moi, pour des soucis de gestion et de temps, je trouve que c'est plus simple d'avoir des appartements. Et après, la question qu'il faut toujours se poser, je pense, dans tout ce qu'on fait dans la vie, c'est à qui on va vendre. Et en fait, moi, je me dis, les appartements, je peux les vendre à des gens qui sont pas investisseurs. Et du coup, ils peuvent avoir des coups de cœur, surpayer un peu le bien et tout ça. Et aussi à qui on achète. Alors que si tu achètes des immeubles,
eh ben, tu vas revendre à des investisseurs qui vont être très proches de leurs calculs et tout. Et donc, peut-être que ça peut être plus dur de vendre cher. Mais bon, après, c'est vraiment du cas par cas, immeuble par immeuble, voilà. C'est des investisseurs, hein, ils veulent au prix le plus bas. C'est ça le fait d'investir. Voilà, c'est comme parfois des voitures ou quoi, t'arrives, si c'est la bonne couleur et tout, tu peux avoir quelqu'un qui tombe sous le charme et qui va la payer très cher. Alors que tu as un spécialiste de la mécanique, lui, il va peut-être pas la payer. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment, et ça c'est si vous achetez une voiture, si vous achetez même je sais pas un vélo et tout, faut toujours penser moi j'ai toujours pensé à la revente. C'est toujours j'ai acheté un truc qui va se revendre facilement, bien, et après vendre un appartement à 50 000 euros, c'est plus simple qu'un immeuble à 400 000 parce qu'il y a beaucoup plus de gens. C'est plus abordable, 50 000 que 400 000. Hein. Y a pas photo. C'est comme les voitures, En fait, il y a une sorte de pyramide dans le monde, c'est comme ça. Et si tu as une voiture à 4 000 euros, tout le monde peut, si tu la vends, tout le monde peut te l'acheter presque. Alors que si tu as une Ferrari, même qui serait pas chère, je sais pas, à 100 000 euros, en fait, il y a quand même peu de gens qui peuvent dépenser les 100 000 euros pour… Une typologie de client, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est les clients à 100 000 euros. Et donc ça, c'est toujours ça le point. Ça, c'est je sais pas d'où je l'ai appris, mais c'est un bon conseil, je pense. C'est penser toujours revente. Et quand tu achètes de l'immobilier, pensez aussi que quelque chose qui va te convenir à toi va peut-être, si ça convient, par exemple, s'il y a le train qui passe devant, enfin un défaut, les avions, ou si ça squatte un peu devant. Admettons que toi, t'es un homme, t'es grand, t'es fort et tout, tu te dis ouais, je m'en fous que ça squatte un peu devant, ça va pas te gêner. Mais en fait, t'es locataire et surtout le jour où tu vas revendre, en fait, eux, ils vont le voir ça et du coup, tu vas perdre beaucoup d'argent par rapport à ça. Voilà. Donc, faut toujours se mettre dans la tête un peu du client, de ton prochain acheteur, ouais, ou du client. Ouais. C'est ça. Ok. Et du coup, si tu avais un conseil à donner aux jeunes? Investissez tôt. Donc, on peut tout emprunter, mais essayer d'avoir de l'argent ou au moins comme j'ai dit, 5-10 000 euros ou au moins peut-être quelqu'un que vous connaissez, donc de votre famille par exemple, qui au pire des cas peut vous dépanner, même si c'est pas le but, mais si, par exemple moi dans un Airbnb j'ai eu des cafards, j'avais tout refait, on a eu des cafards. Tu peux pas louer pendant des mois parce que tu peux pas, si dans les commentaires Airbnb t'as cafard et l'appart était refait, était nickel. Les gens. En fait je pense, en faisant les travaux ils ont dû remonter, je sais pas, c'était au bord d'un canal. Donc voilà, il faut quand même 5-10 000 euros. Visitez beaucoup, vous achetez pas une baguette de pain, donc passez-y du temps. Il faut passer des dizaines et des dizaines d'heures. Voilà, demandez toujours, écoutez les gens qui ont fait et pas ceux qui vous parlent. Je pense que c'est un des points, c'est que les gens, l'endettement et tout ça leur fait peur. Et ta famille, peut-être, elle va, si elle est pas dedans, en fait, les gens qui t'aiment, ils vont peut-être, dans beaucoup de projets dans la vie, ils vont peut-être te dire, te freiner. Mais en fait, c'est pas qu'ils sont jaloux ou quoi, c'est juste qu'ils veulent pas qu'il t'arrive quelque chose de négatif et tout, voilà. C'est un risque derrière. Mais donc, faut parler aux gens qui ont fait et pas à ceux qui ont juste un avis, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut oser. Et puis, ouais, il faut se lancer. Après, il faut pas faire n'importe quoi, mais il faut se lancer. Avec du temps. Du temps, se former, et puis après, il faut y aller, quoi. Ok. Et après, tu peux te mettre à deux aussi, hein, mais bon, ça peut être avec tes parents, par exemple, ou même avec un ami. Quand tu commences, peut-être que tu n'as pas d'argent, tu peux te mettre à deux, et puis après, il y a des risques d'embrouille, mais voilà, parfois, c'est la solution quand il y a toujours, quand on a 19 ans, on s'en rend pas compte, mais il y a des gens qui ont de l'argent et pas de temps. Donc en fait, faut en profiter. Si toi, tu as du temps et pas d'argent, faut chercher. Maintenant, c'est les réseaux, c'est trop bien, quoi. Enfin, nous, on n'avait pas ça. Moi, j'ai, je sais pas, 7000 abonnés sur Instagram. Je trouve tout, dès que j'ai besoin d'une info, j'envoie une story, j'ai tout de suite quelqu'un qui me répond. C'est ça qui est quoi. pratique. Hein. Donc, faut trop en profiter. C'est vraiment, autant l'immobilier est cher pour vous, c'est un peu délétère, mais autant vous avez les réseaux, c'est trop bien. Tu peux rencontrer plein de gens, tu peux te former gratuitement, tu peux. C'est un outil. C'est un outil que nous, on n'avait pas. Et donc, faut en profiter. Qui a un impact énorme parce que je pense que ça t'aide aussi peut-être à vendre ou peut-être à trouver ça. Pour du matériel par exemple ou des réparations si tu as besoin de chercher quelqu'un, c'est pratique. Ça. Et toi, c'est ça, si tu veux devenir agent immobilier, il faut que tu en profites de ça. Là, on fait une belle vidéo et tout. Voilà, c'est un métier qui est mine de rien assez vieux encore. Il n'y a pas de… Tout l'aspect tech et tout, tu vois, les belles photos, c'est pas encore trop dedans. Maintenant, même avec l'IA, tu peux déjà faire des avant-après assez facilement.
Voilà, nous, moi, je suis un peu aussi, je vends des trucs sur Internet. Il y a tout l'aspect marketing digital qu'on pourrait mettre. Si tu regardes, tu vas sur le Bon Coin, les appartements, ils s'appellent T3, 60 mètres carrés et tout. Moi, c'est jamais ce titre. C'est magnifique appartement. Si tu es là, il y a ça et tout. Voilà, mais donc quand t'es jeune, tant que t'es frais et que t'amènes tout ça, tu fais une petite vidéo YouTube sur le truc. Voilà, même tu peux faire un TikTok pour vendre l'appart. Tu vas toucher des milliers de gens. T'imagines, les gens avant, ils appelaient un par un les clients. Toi, tu peux faire un réel. Une vidéo, tu fais 10 000 personnes, voilà, 15 000 10 000 personnes. personnes, C'est énorme. C'est énorme. Donc voilà. Donc servez-vous de votre jeunesse, profitez-en. Voilà. Ok, ok. Bah, écoute, ça m'a fait plaisir. En tout cas. Moi aussi. Et puis, on Également. te souhaite tout le meilleur pour la suite. J'espère.